Nous sommes le samedi À Mars. après le carnaval qui vient de Oui, passer. oui. Nous sommes à Liège, au 10 quai de Rome, chez monsieur Roger Pinon. Alors avec Joël Asquette, nous avions cette idée d'entretien pour... J'avais été impressionné par votre vécu. 60 ans de folklore, vous avez 85 ans cette année. Je vais avoir 86 ans écoulés le 13 avril D'accord. Vous êtes... Alors, on va commencer. Vous êtes né à Charleroi à Charleroi en quelle année? en 1920 1920. et pas en 20. VAIN. Ah oui, oui, oui. J'aime bien les calembours, mais des fois j'ai eu un peu de mal avec le lexique, comment dire, francophone belge, ou des fois des choses que je ne saisis pas tout de suite. Donc, vous êtes né à Charleroi, alors quel est votre lieu de jeunesse vous êtes... Écoutez, j'ai été élevé, je suis né à la ville basse de Charleroi, qui était terre liégeoise. Et j'ai été élevé au nord de Charleroi, qui était terre namuroise, pour parler en termes ancien régime. Ça m'a facilité quelque peu l'existence du fait qu'à Liège, ils étaient encore, quand je suis arrivé en 1937 pour faire mes études universitaires, ils étaient encore très principautaires. Et vous étiez reçu ou pas reçu selon que vous apparteniez à l'ancienne principauté de Liège ou vous ne lui apparteniez pas. Et Charleroi était une zone de finage, donc entre... C'est-à-dire que la, le roi d'Espagne qui a créé Charleroi, n'est-ce pas, hein, eh bien, s'est emparé d'un morceau de Marcinelle pour pouvoir faire un grand étang devant précisément les remparts de Charleroi, qui ont été bâtis par Vauban. C'était l'époque de la guerre de succession d'Espagne. La Belgique est vraiment une terre européenne avant l'heure, À quel début? toute l'Europe est passée. Bon, Alors, pour revenir à justement votre lieu de jeunesse, parce que donc c'est votre carrière de folkloriste qui nous amène ici. Alors, faites-vous le lien entre votre jeunesse et oui, 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 oui. D'abord, je me suis toujours intéressé à la culture des plantes. C'est moi qui faisais le jardin à la maison. donc quel âge? Bon, à partir de 12 ans peut-être. N'est-ce pas? De même que j'ai aidé ma mère à faire la cuisine. Hein, ce qui fait que j'étais intéressé à cuire les galettes, par exemple, de vin pour le Nouvel An, etc. Bon, d'autre part, ma marraine habitait à Ham-sur-Eure, dans la vallée de l'Eure, donc qui vient de notre Sambre-et-Meuse. Et là, elle avait des vaches, elle avait un verger, enfin c'était la vie rurale. Une vie classique en somme. Oui, et j'allais tous les vendredis acheter la viande au bourg, comme on disait. Hein, c'est la prononciation locale de bourg. Et, et puis je revenais. De plus, à ce moment-là, je faisais ma première communion et il fallait que j'aille à tout prix, n'est-ce pas, demander au curé une participation à la messe le dimanche. Donc je faisais 2 fois, hein, 3 quarts d'heure à pied à travers une forêt, etc., hein, et des prés, et parfois poursuivi par un taureau d'ailleurs. Bon, toujours est-il que quand elle a revendu la ferme qu'elle tenait et qu'elle s'est installée à Naline, j'ai vu, c'est un village voisin, mais Naline est un plateau, tandis que, comment vais-je dire, le bourg, lui, il est vallonné, hein, très fort. Et on y faisait l'élevage de faisans. Tout ça m'a toujours passionné et intéressé. Alors, dès qu'on attrape 14-15 ans, on a une certaine liberté de mouvement, n'est-ce pas? Et on allait passer disons des journées hein, de congé, bien souvent, à Gauzey, où se trouve l'abbaye d'Aulne. Et il fallait aller au tram jusque quelque part du côté de Gauzey, et puis descendre à pied, et on arrivait finalement à la Sambre. Et là, on allait canoter sur la Sambre. C'était notre grand plaisir. Mais, entre-temps, on s'intéressait à ce qu'on voyait, bien entendu. Et j'ai toujours été intéressé par la nature, où nous avions été initiés par notre instituteur, ou nos instituteurs. Nous, tous les mois, nous faisions une excursion, tous les mercredis après-midi, à l'Overval.
Alors quel est l'élément déclencheur qui fait que C'était que... d'un simple adolescent, vous devenez quelqu'un de passionné par le folklore? Ah, ça, c'est tout à fait une autre découverte. C'est la découverte du mot. Je pratiquais la chose, si vous voulez, dans une certaine mesure. Mais c'est une découverte du mot. Et il se fait que dans la section à laquelle j'appartenais, qui était la section germanique, donc, eh bien, dans cette section, il y avait un gars originaire d'ici, Liège, c'est-à-dire du haut de Liège. Et il avait son père qui était le préparateur dans un des innombrables services de l'université de Liège. Et lui avait entendu parler de folklore, mais moi jamais. À partir de quel âge Jamais. donc Alors, il m'a vaguement expliqué, car il n'était pas très malin, mais enfin, peu importe, il m'a vaguement expliqué. Et alors, j'ai pris goût à la chose. Et quel est le premier ouvrage? Alors là, c'est une discussion qui fonde. Le premier ouvrage, c'est qu'il m'a conduit au musée de la Vie Wallonne, dont j'ignorais l'existence. Vous savez, quand on est à 100 km de Liège avec des parents qui ne s'intéressent pas au musée, etc., bon, toujours est-il qu'au musée de la Vie Wallonne, j'ai découvert un monde qui était passionnant pour moi, qui ne le serait peut-être plus maintenant dans cet état-là, mais dans l'état où il était, bon, c'était très bien. Et on n'était pas installé où il est aujourd'hui, il était dans la rue Ferronstreil. Bon, alors, il a fallu choisir un mémoire, le titre d'un mémoire. J'ai été trouver mon professeur de néerlandais parce que c'était la langue que j'avais étudiée le plus à l'époque. On n'avait pas tous les choix qu'on a maintenant, n'est-ce pas? Toujours est-il que il me dit, faites une comparaison entre les jeux wallons et les jeux flamands. Ah bon, ça va. Les jeux flamands, c'est facile. Il y a 10 volumes, n'est-ce pas, de Cock et Terling, 8 volumes, et 2 volumes encore de Janssens, qui avaient été publiés dès avant la guerre de 14, n'est-ce pas, par l'Académie flamande de Gand. Et alors, bon, ça va. Mais j'ai constaté que pour la Wallonie, il fallait que je fasse ma recherche moi-même. Donc en quelle année à peu près? C'est 1900? Ça, c'est en 39. 39. En 39. Alors, bon, j'ai fait mon mémoire, rédigé directement à la machine, n'est-ce pas, en 37 jours, 370 pages. 370 pages pour un mémoire, c'était un mémoire de fin d'études alors ou... C'est comme ça que vous dites en France, mais ici nous disions mémoire pur et simple. La maîtrise. Ah donc c'est déjà à l'université alors? À l'université. Oui, et sans avoir jamais consulté mon professeur de néerlandais, parce que quand on lui remettait un brouillon, il attendait 3 mois avant de vous le rendre. Alors je me dis, merde, je ne veux pas me laisser... C'est universel ça. N'est-ce pas? Je ne veux pas me laisser, comment vais-je dire, guidé comme ça par un sot qui de toute façon n'y connaissait rien non plus. Il n'y avait pas de cours de folklore à ce moment-là. Il n'y avait rien, n'est-ce pas? Et j'ai fait donc mon mémoire. Alors, j'ai une partie qui est une comparaison de mots, une autre partie qui est une comparaison de chansons, chansons d'enfants, puisque c'était les jeux d'enfants. D'autre part, j'avais une introduction. Et j'ai un certain nombre d'originalités dans ce travail. La première, c'est que l'introduction notait les chansons que l'on chantait contre les Allemands en 1941, eux présents, et sans savoir si mes maîtres éventuellement n'étaient pas quelque peu vendus aux Allemands. Vous savez, on est naïf à cet âge-là. J'avais combien? J'avais 17 et j'avais 21 ans. Bon, deuxièmement, j'ai introduit de la photographie. Je n'ai jamais photographié, et je ne sais pas comment faire, mais j'avais obtenu des photographies de jeux à Namur d'un instituteur, Alexis Collard, de jambes. Et puis, troisièmement, j'avais tout de même réussi à faire noter quelques airs de musique, de chansons de saut à la corde ou de ronde. Vous étiez musicien ou Non, pas du tout, je ne suis pas musicien, moi. D'accord. Je ne suis pas musicien. Donc vous avez réussi à 23 ans, j'ai appris le solfège pour constater les fautes dans les transcriptions, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Je n'ai aucune prétention, vous savez, moi. Je ne suis pas le gars qui dit je suis l'omniscient, etc. C'est pas vrai. Mais j'avais dû faire des enquêtes. J'avais été conseillé par Jean Host, le dialectologue qui a fait le dictionnaire liégeois, n'est-ce pas, qui m'avait donné une liste d'adresses à qui m'adresser, à Tournai, à Perouet, dans toute une série de localités.
De plus, quand j'ai fait la connaissance à son retour de prisonnier, mais un retour prématuré, avec Émile Lempereur de Châtelet, et avec lui, il m'a introduit auprès des littérateurs dialectaux. Ce qui fait que j'ai été amené comme cela, n'est-ce pas, à m'intéresser à tout un monde et j'ai pu faire de véritables enquêtes. Et pour pouvoir guider mes enquêtes, j'ai écrit un questionnaire que mon frère, qui à ce moment-là apprenait son métier d'imprimeur, n'est-ce pas, a imprimé. Mal, avec des fautes qu'il ne corrigeait pas, parce que lui et l'orthographe, ils étaient brouillés à mort, n'est-ce pas? Il a cessé, après, il a fait du cinéma, après, enfin, il a projeté du cinéma. Mais donc là, c'est après votre mémoire, là. Déjà... Ah oui, tout ça c'est... Bon, après mon mémoire... On est sur le mémoire, donc le mémoire, vous le finissez, c'est en pleine période de guerre, comment ça se passe? Ah ben, on était censé le défendre, n'est-ce pas? Mais j'étais complètement épuisé, parce qu'un effort de 37 jours de dactylographie, n'est-ce pas, à partir de fiches... En néerlandais ou en français? En néerlandais. En plus, il fallait rédiger en néerlandais. En néerlandais, oui. Eh bien, ça vous épuise. Et ce mémoire est traduit en français ou? Pas du tout. On ne traduit pas les mémoires ici. Oui, mais ça reste on ne publie en général même pas, n'est-ce pas? Et donc puis, ce travail est resté à l'état de mémoire, manuscrit? On me l'a rendu un jour. L'université se débarrasse à un certain moment, n'est-ce pas? Ne les garde pas. Vous savez, vous vivez dans un pays un peu sous-développé intellectuellement. Bon. Donc ce mémoire, vous le finissez, la soutenance, comment se passe la soutenance? Alors, la soutenance, j'ai dû la faire en allemand, et quand on me posait une question en allemand, j'ai dû la faire en anglais quand on me la posait en anglais. Et, vous étiez interrogé sur les 3 langues? Pas en 3 langues. Et puis finalement, ils en ont eu marre parce que j'avais quelques difficultés à articuler l'allemand, et puis on voyait que j'étais épuisé. Ils m'ont dit, allez, et c'est légal, on n'est pas... Bon, enfin, toujours est-il. Et, vous le soutenez donc ça... Et alors, ils avaient été émerveillés parce que j'avais tenté une étymologie d'une comptine, la comptine de Amstramgram. Et comme on était en période de résistance contre les Allemands, n'est-ce pas, du moins le peuple, pas nécessairement les fonctionnaires de Bruxelles, soyez tranquilles, eh bien, à ce moment-là, j'ai fait cette étymologie en prouvant que ça venait du français, que c'était des termes de jeu de cartes. Mais c'était basé sur une faute de raisonnement qu'aucun des professeurs n'a relevé, ce qui prouve leur niveau mental aussi. Leur connaissance de l'époque aussi, parce que la philologie folklorique. En fait, n'est-ce pas, c'était une version unique de Champagne, qui était une interprétation des sons. Amstramgram, ça ne signifie rien apparemment, etc. J'ai refait en 1950 le travail, et là j'ai pu prouver que c'était une comptine allemande. D'accord. Bon, ce qui n'aurait peut-être pas eu le même succès. En 1942, à cause de mes introductions auprès des littérateurs wallons, eh bien, j'ai été sollicité par le président de l'association littéraire wallonne de participer à la confection d'un annuaire. Je n'ai pas pris toutes les précautions que je prendrais maintenant, mais enfin, toujours est-il que j'ai accepté et j'ai publié mon interprétation en français à ce moment-là, mon interprétation d'Amstramgram. Bon, j'ai su après que c'était sans le consentement de la censure allemande. Et en effet, il y a sur le volume, n'est-ce pas, de Pro-Wallonia, il n'y a pas de marque de la censure allemande. Bon, enfin, j'étais bête à ce moment-là. Je suis encore peut-être un peu maintenant, mais ça c'est autre chose. Voilà, ça c'est l'histoire du mémoire. Mais petit à petit, j'ai été connu de beaucoup de gens. Alors, pouvez-vous, parce que là on va revenir sur le folklore qui nous intéresse, vous avez comme voyagé beaucoup, connu beaucoup de gens, pouvez-vous résumer, comment dire, les étapes de votre vie, professeur? La première étape, n'est-ce pas, en dehors de ma carrière professionnelle qui n'a rien à voir. Ma première étape a été surtout de participer au congrès de l'International Folk Music Council à Londres en 1952. Et là, j'ai découvert l'enregistreur, j'ai découvert qu'il y avait des problèmes
historiques, il y avait des problèmes de toutes sortes, n'est-ce pas, autour de la chanson. J'ai découvert l'intérêt de la danse, hein, parce que, disons qu'on nous amusait avec des spectacles de danse. Hein, j'ai découvert beaucoup de choses. Et je suis resté fidèle à l'International Folk Music Council, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, qui est en Amérique, mais je paye encore ma cotisation maintenant, n'est-ce pas, hein, pour en faire partie. Bon. Et c'est une révélation, donc? Ah, c'était une révélation. Pour le chant, pour les techniques, pour... Et c'est là que j'ai appris à connaître, n'est-ce pas, l'avance que les Flamands avaient pris sur nous, hein, par précisément l'ancien directeur de la radio, il n'y avait pas de TV à l'époque, de la radio flamande, qui s'appelait Paul Collard. Et Paul Collard, n'est-ce pas, il voulait se présenter comme étant le super belge, enfin, n'est-ce pas, et que moi j'étais de la gnognotte. Hein? Je ne représentais rien ou pas grand-chose. Ah, il en est revenu après, hein, et dans son étude sur les recherches de folklore musical, il m'a rendu l'hommage normal, n'est-ce pas? Il est évident que je ne lui viens pas au niveau, hein, à son niveau, mais lui qui était un chimiste, hein, de formation, avait une solide, hein, formation musicologique. Et de ce fait, n'est-ce pas, bon, hein, il me dépasse de loin dans ce domaine-là. Par contre, il avait des lubies. Hein, par exemple, à Binche, n'est-ce pas, la danse, le rythme de la danse est, n'est-ce pas, néolithique. Allez voir. Et il a reçu sans doute un disque d'un néolithique survivant pour le savoir. Enfin, bon. Vous savez, moi j'ai un gros bon sens. J'accepte pas facilement les histoires époustouflantes comme ça que certains. Hein. Par contre, il avait très bien constaté que c'est un rythme asymétrique. Hein, n'est-ce pas? Donc, c'est très bien, très bien. Donc pour revenir sur son parcours de vie, donc années 50, ce compte 52. 52, oui. Après, comment les étapes se succèdent? Après, j'avais été en 42 aussi désigné à une commission officielle qui s'appelait la commission nationale belge, n'est-ce pas, de la vieille chanson populaire. Bon. Avec d'ailleurs le dossier de M. Piron, qui lui avait refusé d'en faire partie. Mais il cherchait quelqu'un capable de mettre au nez leur texte parce qu'on avait critiqué violemment, n'est-ce pas, notamment les graphies dialectales. Entre-temps, j'avais suffisamment appris à écrire en dialecte, n'est-ce pas, et je maîtrisais les graphies. Alors, lorsque la guerre a été finie, n'est-ce pas, on a revitalisé une autre commission qui était toujours nationale, mais qui était séparée de celle qui concernait la chanson populaire et qui, elle, concernait le folklore. C'était la commission nationale de folklore. Mais cette commission, c'était combien de personnes? Avait-elle un pouvoir? C'était 10 personnes, n'est-ce pas, du côté flamand, 10 personnes du côté wallon, et on se réunissait ensemble. Quel était votre but principal? Bon, attendez, je n'en faisais pas partie, moi. Mais tout de suite, pour des raisons je ne sais pas lesquelles, on m'a pris dans cette commission nationale. Et en 1947, on a fusionné les deux commissions. Et elle est devenue royale, alors. Et on a séparé les sections. On était alors 15 membres wallons, section wallonne, et 15 membres, n'est-ce pas, flamands, section flamand. Et on se réunissait séparément. Ah oui, donc il n'était pas question de faire une entente cordiale ou... Oh, on était plus ou moins cordiaux à l'époque. C'est après, n'est-ce pas, ce sont les progrès du flamingantisme qui ont, bien entendu, perverti tout ça. Hein? Bon. Mais en réalité, on s'entendait bien. D'ailleurs, j'avais retrouvé à la commission de la vieille chanson, le président était un professeur de folklore, le seul qui existait à l'époque, et qui était le professeur Paul de Keyser de l'université de Gand. Hein? Et qui était un monsieur d'une grande délicatesse d'une part, d'un grand savoir, n'est-ce pas, et qui parlait un français absolument parfait, hein, je parlais à beau. Et je l'avais eu comme interrogateur quand j'ai sollicité une bourse de l'État à la fondation universitaire.
Et alors, bon, on se connaissait si vous voulez. Hein. Comme après, j'avais été interrogé en anglais par un professeur de l'université de Louvain, hein, le professeur Lodewijk Grootaars, hein, et j'ai rencontré Grootaars et on s'entendait bien. Alors, là, on est dans les années 50. En 42, vous soutenez votre mémoire. Et dans les années 41. Et pendant ce temps, donc, vous travaillez parallèlement, parce que le folklore reste une passion, comment dire, uniquement d'amateur. J'ai toujours dû gagner ma vie, n'est-ce pas? Mes parents n'auraient pas pu me bichonner pendant la guerre, où la vie était très, très dure. Hein. Il fallait parfois aller en... J'ai une fois été à Rêve, hein, parce que nous avons non pas seulement des villages de rêve, mais nous avons un village qui est Rêve. Du côté de Gosselies, j'ai été chercher des pommes de terre là-bas. Ça. Mais donc vous enseignez... Et j'enseignais à l'Athénée de Seraing. Quoi donc J'enseignais, j'ai eu des cours de néerlandais, d'anglais et d'allemand à donner. Ah d'accord, c'est bien. À la fois. Hein. Bon. Mais là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que dans le cours de néerlandais que je donnais à des débutants, j'avais le droit, j'étais même obligé, c'était et on donnait 24 heures de cours semaine. Et c'était des heures de 55 minutes à l'époque. Eh bien, j'avais des cours complémentaires de néerlandais. Et ces cours complémentaires de néerlandais, c'était les parents qui choisissaient. Parce que, toujours dans cette optique, n'est-ce pas, parfaitement idiote, hein, que quand vous connaissez le flamand, vous avez 2 chances en Belgique d'avoir une situation, alors que au pays flamand, vous n'en aurez jamais. Il faut être, n'est-ce pas, natif du pays flamand hein, pour avoir une place au pays flamand. Ça, c'est le nationalisme, n'est-ce pas, c'est très agissant. Bon, toujours est-il que ces cours complémentaires, c'était donné vers les 2h30 de l'après-midi, on donnait cours de 9h jusqu'à 3h ou quelque chose comme ça. Hein? Et ces cours-là, les élèves s'ennuyaient, c'était une obligation que les parents leur imposaient. Et ici, le sentiment des enfants a toujours été contre le flamand, n'est-ce pas, comme on disait. Il ne faut pas se faire d'illusions, n'est-ce pas? Alors, ce sentiment vient des parents qui est transmis? Bon, plutôt, c'était les parents. Oui, les parents pensent à la place de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants pensent à la place de leurs parents, mais ça c'est autre chose. Alors, toujours est-il que ces heures-là, hein, c'était 3 heures semaine. Hein, donc, 3 fois par semaine. La première fois, on donne encore de la répétition, car on ne pouvait pas donner des cours nouveaux, mais de la répétition. Deuxième fois, on en a un peu marre soi-même. Et la troisième fois, allez, hein, à quoi jouez-vous, etc. Et j'ai commencé des enquêtes. Parce qu'il venait de loin. Il en venait de Villers-le-Temple, il en venait, n'est-ce pas, de Orion-Zémont, il en venait de Souhon, il en venait hein, de partout, n'est-ce pas, autour de Seraing. Donc vous avez réussi à joindre l'utile et l'agréable? Bien entendu, j'ai recueilli une énorme quantité de documents grâce à eux. Et puis, j'avais un collègue chez qui j'avais été le premier élève qui se soit présenté chez lui à l'université, le professeur Remacle, Louis Remacle, n'est-ce pas, qui faisait une enquête sur la façon de prononcer le H en liégeois. Tandis qu'en français ou chez nous, dans nos dialectes, en Namur ou à Charleroi, on ne prononce pas le H. Aspire, oui. Aspirer ou expirer, de toute façon, on ne le prononce pas. Bon, mais à Liège, hein, on dit encore des H, n'est-ce pas? Bon, alors, il a fallu, pour un germaniste, ça allait, hein, parce que pour nous, en néerlandais ou en allemand, et même en anglais, hein, les H, n'est-ce pas, il faut savoir les dire. J'ai donc recueilli pendant 15 ans, pas toujours à ces cours complémentaires que finalement on a supprimé, vu que ça ne servait à rien, hein, après la guerre, mais de temps en temps, quand j'avais un élève pour le cours d'allemand, par exemple, n'est-ce pas, 4e langue, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, hein, le professeur en a marre, et l'élève en a marre, surtout qu'on me logeait presque toujours dans le KGB où il y avait les brosses, etc. alors, donc j'ai toujours... Et puis il y en a qui spontanément, hein, après venaient me retrouver. Est-ce que vous connaissez Sassieux, hein, parce qu'on ne dit pas monsieur ici, hein, dans les écoles on dit Sieux. Hein. Alors bon, et j'ai comme ça... Bon.
recueilli pas mal de choses. Et puis je suis venu, après 15 ans d'enseignement, là, je suis venu à Liège. À Liège, là, bon, j'ai donné mes cours, et voilà. Je n'ai pas fait d'enquête, sauf que de temps en temps, en anglais, il m'est arrivé de donner comme devoir, n'est-ce pas, un sujet qui traite d'une tradition ou l'autre. C'était traité, disons, en langue étrangère, mais ça me permettait de leur demander à la remise des devoirs, hein, et comment disais-tu ça, toi, quand tu jouais à ça, hein? Eh bien, fais-moi un petit papier, hein, il me faisait des petits papiers comme ça. Hein. Donc j'ai toujours questionné, puis j'ai questionné dans la famille, j'ai questionné des tas de gens un peu partout, hein, j'ai réuni une documentation considérable. Et enfin, j'ai eu de la chance. Il se fait que, étant un jour chez Émile Lempereur, il me dit « Oh ben, Ariel Carlier vient de rentrer de prisonnier. » Il était emprisonné pour avoir vendu des photographies de Gaulle au sein de ses confrères avocats, puisqu'il était avocat, et dénoncé bien entendu par un d'entre eux. Et alors, il était revenu le même jour que son fils, qui lui était prisonnier et qu'on avait lâché parce que, en travaillant sur une scie électrique, il s'était scié la moitié d'une main. Bon, et tous les deux, et Émile Lempereur me dit, il vient de rentrer, Ariel, veux-tu le voir? En quelle année donc c'est ça? Ça, c'est en 43. D'accord. Et en 43, je suis donc allé dire bonjour à Ariel Carlier, dont j'avais entendu parler, même avant la guerre, parce qu'il était le leader de ce qu'on appelle chez nous les Wallingans, c'est-à-dire les partisans d'une certaine façon ou l'autre de vivre wallon entre nous. Mais pas nationaliste. Je ne te connais pas en tant que Français, je ne différencie pas les différents mouvements. Oui, ben, son mouvement n'était pas spécifiquement nationaliste, il était plutôt autonomiste, si vous voulez. Hein? Bah, n'est-ce pas un peu ce que vous avez chez les Bretons? Je l'ai rencontré, on a parlé de ci et de ça, puis il m'a réinvité, je suis allé, et il se fait qu'il avait une énorme documentation, n'est-ce pas, héritée de celui qui a créé la revue typiquement de folklore et de vie wallonne, qui a été Wallonia. Elle est là, en mauvais état, mais enfin elle est là. Hein? Et alors, il m'a dit, voilà, c'est là. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Et lui n'avait jamais, il avait mis ça dans le fond de son armoire, n'est-ce pas? Et puis c'était bon comme ça. Alors je lui dis, voulez-vous que je vous les classe? Et je les ai classés en créant une sorte de catalogue d'après Van Gennep. Et donc j'ai classé, j'ai fait des liasses, etc. Et il me dit, vous reprenez éventuellement les documents qui vous intéressent et puis vous la remettez. Et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de chansons, que j'ai eu des jeux, que j'ai eu... Cette base de documents correspondait à combien d'années de recherche et en volume? Avant la Première Guerre. Oui, c'est énorme, oui, c'est magnifique. C'était avant la Première Guerre. Hein? Et toujours est-il que ces documents, il m'a dit, ah ben, quand je mourrai, c'est pour vous. Bon, ça va. Il est mort, et puis, on ne me les a pas donnés. Et un jour, sa fille, qui appartenait toujours au mouvement wallon, sa fille me téléphone et me dit, est-ce que vous êtes toujours intéressé par les fiches de mon père? Ben, bien sûr. Alors venez demain après-midi. Je n'ai eu que le temps de courir là, et j'ai atterri chez mon frère et j'ai dit à mon frère, viens avec une voiture et des sacs. Et bon, alors mon frère me les a apportés ici et ça est distribué parmi mes documents. Mais j'ai donc une documentation qui commence vers 1890 et qui dure pratiquement encore maintenant. Mais maintenant, j'interroge rarement puisque je ne sors plus, je n'ai plus l'occasion. Mais je découpe éventuellement dans des gazettes, n'est-ce pas? Par exemple, un de mes anciens élèves de Sorin m'apporte les gazettes du Luxembourg, les toutes boîtes du Luxembourg. Et il y a des choses parfois là-dedans. Vous voyez, son mari, ici, Madame Lempereur, me découpe les articles en dialecte, n'est-ce pas, dans une... Mon père. Ah, c'est votre père. Hein?
À Namur, hein, à Namur, dans le journal catholique de l'endroit, qui est d'ailleurs un journal bien tenu, hein, c'est autre chose, ça. Bon. Donc alors, on parlera après de la partie plus de la recherche. Donc vers les années 50, quels sont les autres grands moments encore alors, je suis allé à plusieurs congrès de l'IFMC, n'est-ce pas? Par exemple, à Fribourg. International Folk Music Council. À Fribourg, où là, j'ai été mis en présence des façons de cataloguer les mélodies et de cataloguer les chansons. Et quand j'ai des chansons, il y a de temps en temps une chanson ou l'autre en allemand pour la région, n'est-ce pas, d'Arlon. Et je leur envoie. Et ils sont toujours... Et encore maintenant, n'est-ce pas, nous avons une conversation, une correspondance, comment vais-je dire, intermittente, bien entendu. Mais on s'entend très bien. Et une autre à Stuttgart, encore. Une autre à Biarritz et Pampelune, à cheval donc sur les deux pays. Les conférences étaient annuelles ou Elles étaient annuelles, mais je n'allais pas à toutes, hein, parce qu'il y en a qui étaient au 100 000 diables, ou bien j'avais pas l'argent pour y aller. Hein. Vous êtes parti après à l'étranger aussi, travailler. Ah, ça c'est venu plus tard. Donc, pendant ces années 50-60, j'ai été dans divers congrès et j'ai appris énormément de choses, et notamment les problèmes, n'est-ce pas? Parce que pour moi, c'était plutôt sentimental, c'est beau, allez, on note, etc. Bon, mais avec le temps, tout ça, c'est devenu des problèmes. Et il se fait qu'en 1960, je reçois une invitation à participer à un congrès international de folklore qui se tenait à Buenos Aires. Ça avait fait râler, évidemment, les membres de, comment vais-je dire, de la commission de folklore, mais je suis allé à l'ambassade, c'était un général qui était ambassadeur à l'époque, il m'a dit, hein, exigez d'avoir votre billet de transport avant de répondre. Alors j'ai écrit, on m'a envoyé mon billet de transport, du moins l'endroit où je pouvais l'enlever à Paris. Et j'ai fait mon premier voyage en avion. Ça a duré 24 heures. Quelle année alors C'était en 60. D'accord. Et en 61, entre-temps, j'avais reçu dès les années 50 la visite de celui qui était devenu plus tard le recteur de l'Université Laval de Québec, et le professeur de folklore de l'endroit, qui avait beaucoup d'initiatives, et qui était un monsieur très bien, n'est-ce pas, Luc Lacourcière. Alors, en 51, je dis à ma femme, eh ben, on va aller passer nos vacances un mois là-bas, parce qu'un congrès de l'IFMC se tenait à Québec. Alors, à Québec, on m'a payé mon voyage et les 8 jours de congrès. Bon, c'était très généreux. J'ai payé pour ma femme. Hein. Bon, nous étions les premiers touristes qui visitaient le Québec à l'époque. M'a dit le douanier, hein, qui nous demandait si nous avions quelque chose. Bon, alors là, j'ai servi de traducteur. Je traduisais les résumés qui avaient été présentés en anglais, je traduisais en français, et ceux qui étaient en français, je traduisais en anglais. Bon, ça a très bien marché. Je n'ai pas eu de chance parce que Luc Lacourcière était tellement content qu'il voulait me faire nommer honoris causa. Mais il y avait Marinus qui était là. Le vieux Marinus. Ah, Marinus était lui toujours vivant? Non, il est mort depuis belle lurette. Non, il est mort il y a 15 ans. Ah, d'accord. Ouais, oui. Mais Marinus, n'est-ce pas, était connu à l'étranger, alors qu'on ignorait complètement le musée de la vie wallonne à l'étranger. Hein, c'était comme ça à Bloomington, par exemple, quand j'ai enseigné là. Bon. Alors, bien sûr, il y avait pas mal d'Américains qui ont entendu, hein, et qui m'ont vu, etc., et qui m'avaient vu à Buenos Aires, qui me revoient, n'est-ce pas, après
comment vais-je dire, à Québec, hein, un peu plus tard, hein, c'est en 67 ou quelque chose comme ça. Bon, parce que nos vacances, nous les avons passées. Hein, bon. Et toujours est-il que il se fait qu'un jour, il y avait un grand congrès qui se tenait en 1966, qui se tenait à Paris. Et à Paris était venu Dawson, le professeur de folklore de l'université de Bloomington. Et je suis intervenu plusieurs fois, soit en anglais, soit en français, et j'ai pu expliquer à Dawson l'accent québécois. L'accent québécois, n'est-ce pas, est un accent qui vient de La Rochelle. Parce qu'on mettait 3 mois pour faire le voyage en bateau au 16e, 17e siècle, 18e siècle, n'est-ce pas, de La Rochelle jusqu'à Québec. 3 mois que ça prenait. C'était un des principaux ports pour le Québec, La Rochelle, pour... Et c'était à peu près le seul port pour l'Amérique, d'une façon générale. C'est après, quand il y a eu la course, n'est-ce pas, décrétée par, je crois, Louis XIII et puis Louis XIV, n'est-ce pas, avec les Jean Bart, etc., qu'il y a eu alors des départs plus nordiques. Et la base de la population québécoise, n'est-ce pas, la plus ancienne, est normande. Mais tout le monde passait par. Hein? Et parfois, il restait 1 an, 2 ans avant d'avoir un bateau qui les transporte. Donc, ils avaient le temps d'acquérir, car la caractéristique de l'accent des gens de La Rochelle, c'est qu'ils ont une base articulatoire méridionale, mais à parler patoisant, ou français, qui est Doyle. Ah, Doyle, oui, Doyle. Oui, vous dites Doyle en France, mais nous autres disons Doyle. Bon, alors voilà. Donc de ce fait, j'ai eu des relations très suivies pendant tout un temps avec les Argentins. J'ai rencontré des gens du Venezuela, des gens du Pérou, etc. là-bas, et pas mal d'Américains qui avaient constaté que je ne prenais jamais les écouteurs. On pouvait faire une communication en n'importe quelle langue à ce moment-là. Je n'avais pas besoin d'écouteurs pour entendre la traduction. Bon, maintenant, il me le faudrait parce que je n'ai plus la même tête. Toujours est-il que Dawson m'a recontacté après et c'est comme ça que je suis parti en janvier 67, n'est-ce pas, pour Bloomington. Puis de Bloomington, j'ai été invité par Don Yoda à Philadelphie. Et puis de là, j'ai dit, bon, nous allons aller jusqu'au Québec. Et là, Luc Lacourcière m'a repris. À Bloomington, j'ai donné 2 termes. Un terme plein, n'est-ce pas, où j'avais un séminaire sur les jeux et d'autre part un cours sur le folklore français. Puis, je suis passé à Philadelphie et là, le cours sur les jeux est devenu le cours principal et c'est le cours sur le folklore français qui est devenu séminaire. Bon, c'était bien payé à l'époque. Hein, c'est duré que 1 an alors? Il n'était pas question de faire plus? Un terme, c'est 4 mois et demi. 4 mois et demi, d'accord. Mais à Bloomington, j'avais fait un terme plein et puis un terme d'été. Puis à Philadelphie, c'était un terme d'été. Les termes d'été étaient payés à 4 500 $, n'est-ce pas, par mois, et les termes pleins à 6 000 $ par mois. Puis je suis passé au Québec, et là, j'ai été repris comme assistant d'abord du professeur Lacourcière pendant 4 mois, et puis comme professeur. Alors, bon, je suis resté 1 an et demi comme professeur à Laval. Donc, l'université Laval est maintenant sur un haut plateau, Sainte-Foy. Bon, et 2-3 ans après, ils m'ont ressollicité pour retourner, mais là, je n'y étais plus. J'avais ma femme malade, etc. C'était plus le moment d'y aller. De plus, ma femme avait détesté son séjour
là-bas au Canada, parce que c'est vrai, l'hiver c'est froid. Hein. Ça, il faut se faire une idée. C'est beau, mais c'est froid. J'ai continué, notamment à la commission de folklore, j'ai été chargé de publier la bibliographie qui avait été amorcée par Marinus. Mais Marinus avait chipoté là-dedans et c'était mal fait. J'ai recommencé tout ce truc, ce qui m'a valu pas mal d'inimitié, bien entendu, de refaire ce que les aînés avaient fait. Et puis après, j'ai continué. Mais comme j'ai perfectionné la présentation, sur la base d'ailleurs d'un plan qui était le plan Hoffmann-Kraier, c'est-à-dire un plan suisseau-allemand, n'est-ce pas, pour la bibliographie internationale. J'ai collaboré alors à la bibliographie internationale, et puis quand elle a été déplacée à Québec, où ils ont chambardé pas mal de choses, notamment sur la manière de présenter, etc., bon, j'ai laissé tomber. Entre-temps, on avait voulu passer la main sur la bibliographie parce que c'était rintant de faire de la bibliographie, ça n'a l'air de rien. Eh bien, à ce moment-là, on l'a passé à une dame qui n'a pas réussi à se dépatouiller. Ça consistait en quoi? Il fallait relever toutes les parutions de l'année? Toutes les publications de l'année, en principe. Mais il fallait connaître le folklore. Alors l'un, il connaissait par exemple tout ce qui concerne les cortèges, les carnavals, etc. Mais le restant, bernique. Bon, un autre, il connaissait, n'est-ce pas... Je pensais que c'était pour les zones géographiques où on couvrait une zone... C'était pour couvrir toute la Wallonie. D'accord. Et Bruxelles. Mais logiquement, il n'y a pas tant que ça de parutions. Enfin, je vois d'idée. À l'époque, il y avait combien d'articles vous deviez recenser? Oh, écoutez, quand j'ai fait le dernier qui couvre, si je ne me trompe, 6 ans, il y avait près de 4000 c'est énorme. Items. Ah oui, moi je pensais qu'on était près de la centaine. Ou... Non. Ça faisait toujours le millier par an, n'est-ce pas? Oui, ça reste quand même très lourd à gérer. C'était très lourd à gérer. Et puis, vous n'avez aucune reconnaissance, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte à la longue d'en faire que personne ne la consulte parmi même les confrères de la commission. Personne ne la consulte. Ce serait presque un travail lié à une bibliothèque, mais encore qui le ferait, quoi. Voilà. C'est soit un travail ingrat. Et puis, ça continue du côté flamand, mais ils en ont fait un service qui est payé par, je ne sais quoi, la région flamande d'une façon ou une autre. Bon, mais chez nous, non. Alors, si on revient donc après le Québec, en quelle année vous revenez ici après le... Je reviens le 31 décembre 68. D'accord. Avec d'ailleurs mes bagages perdus. Ils sont arrivés 8 jours après, n'est-ce pas, à cause des Anglais. Bon, les méfaits du nationalisme, par exemple, à Montréal, j'avais pris un avion à Québec et je devais changer à Montréal. Le fonctionnaire refusait, ce qui est pourtant la loi chez eux, déjà alors, refusait de répondre en français. Bon, alors, il m'a couillonné. Et Et je suis arrivé à Londres, et à Londres, j'ai essayé de me débrouiller. Je croyais que ça allait suivre. Mais il m'a couillonné en ce sens que, n'est-ce pas, il n'y avait pas indiqué que ça devait suivre jusque Bruxelles. D'accord. Les bagages ont été perdus. Alors les bagages étaient soi-disant perdus. Puis ils sont arrivés ici à l'héliport, car nous avions un héliport à un moment donné, ici tout près. D'accord, donc vous revenez alors et bon, vous reprenez un poste à l'Athénée? Plus à l'Athénée, parce qu'entre-temps, en 1956, j'avais quitté l'Athénée pour venir donner cours à l'école normale de la ville de Liège. À ce moment-là, il y avait 2 écoles normales pour garçons et 2 écoles normales pour filles. Bon, l'école normale pour garçons était située quelque part par là, n'est-ce pas? Et par conséquent, je ne me suis jamais plu, parce que c'était hyper politisé. Pour des raisons, allez voir lesquelles, parce que le directeur, n'est-ce pas, était un libéral. Et l'échevin de l'instruction publique était un libéral. Il se fait que pour la bibliographie de folklore, j'allais au Centre libéral d'études parce qu'ils avaient des revues. Du folklore, il y en a partout, dans tout, n'est-ce pas? Vous n'imaginez pas
les journaux, ou les revues ou les publications les plus lointaines par rapport au folklore contiennent du folklore. Alors, il faut bien le signaler. Toujours est-il que, il était arrivé un jour que j'étais en train de travailler là, et il me dit, ah Roger, c'est un vieux copain d'université, hein, tu peux me féliciter, je viens d'être nommé aujourd'hui directeur de l'école normale. Hein. Je savais qu'il était professeur là. Et bon, ça va, félicitations Jean, je suis content. Hein. Alors il me dit, et il me manque un professeur de langue, veux-tu venir chez nous? Le fait est que notre Athénée était situé le long de la Meuse, dans des bâtiments de la province de Liège. Et la province voulait récupérer ces bâtiments parce qu'elle avait une population scolaire qui augmentait. Et alors, il avait été décidé qu'on créerait un nouvel Athénée. Bon, alors, on avait consulté les parents, les élèves et les professeurs, comme 60% étaient d'avis qu'il fallait construire l'Athénée dans le bas de Serein, on l'a construit dans le haut de Serein, 100 000 diables. On a construit un bâtiment usine, n'est-ce pas, où on met maintenant 3000 élèves, alors que nous en avions 450 à 500 à l'époque. On va se concentrer quand même sur le... Oui, mais c'est pour vous dire, n'est-ce pas, que à ce moment, la raison pour laquelle j'ai accepté la proposition de M. Van Crombrugge, le directeur en question de l'école normale, j'ai dit d'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Liège sans jamais me plaire, alors que je me plaisais très bien à l'Athénée de Serein. Voilà. Entre-temps, je n'ai jamais lâché de travailler, n'est-ce pas? Publier des petits articles par-ci, publier n'est-ce pas, des études ailleurs, etc. Mais je n'ai jamais lâché. Et je n'ai pas encore lâché. D'accord. Et vous travaillez jusqu'à quelle époque, donc, à l'école normale? Ah, à l'école normale, j'avais un avantage en entrant là. Au lieu d'avoir 23 heures de cours, comme j'avais à l'Athénée, je n'en avais plus que 18. 5 heures de différence, ça compte dans la vie d'un chercheur. Bon. Alors, au point de départ, je ne pouvais enseigner que du néerlandais ou de l'allemand, parce que dans les écoles normales, on n'enseignait pas l'anglais. Bon, ça va. Pour moi, c'est égal, enseigner n'importe laquelle des langues. C'est bien. Et, mais il y a une réforme de l'école normale qui fait que la formation de l'instituteur, qui était sur 3 ans, devient une formation sur 4 ans, à condition d'avoir un programme qui soit l'équivalent de celui des 3 dernières années d'un Athénée. Or, moi, je connaissais cela, j'avais vécu cela. J'avais donné des cours dans les classes supérieures de l'Athénée, je savais. Bon, et à ce moment-là, ils étaient obligés de se créer des cours d'anglais parce qu'ils pouvaient prendre des élèves qui avaient suivi l'anglais dans les écoles moyennes, comme on disait. Hein? Bon, alors, bon, comme tu connais, toi, comment ça fonctionne, n'est-ce pas, l'enseignement dans les classes supérieures, pour l'anglais, ben, ça va, tu auras le cours d'anglais. C'est comme ça que j'ai eu les cours d'anglais. Et j'ai donné, occasionnellement encore, du néerlandais, assez souvent de l'allemand, et j'ai même donné des cours d'une demi-heure semaine à une section de l'école normale secondaire, alors, c'est-à-dire où l'on forme des régions, comme on dit ici. Hein. Eh bien, je donnais 1 heure par semaine une heure toutes les 2 semaines, par exemple, de néerlandais, 1 heure toutes les 2 semaines d'allemand, 1 heure toutes les 2 semaines d'anglais, pour lire des textes scientifiques. C'est comme ça que j'ai appris toutes sortes de choses, parce qu'il y avait un manuel qui avait été choisi par je ne sais qui avant moi, et que je n'ai pas essayé de modifier, notamment sur l'importance des mathématiques chez les Sumériens. Le savoir gicle de partout, n'est-ce pas? Bon. Et vous avez pu continuer vos recherches folkloriques? Et j'ai pu continuer. La dernière année que j'ai donné cours, j'avais 6 élèves. Tout le reste était
des soi-disant applications, c'est-à-dire que je devais aller voir travailler des élèves, n'est-ce pas, pour l'anglais, dans diverses écoles ici de la ville de Liège, voir comment eux-mêmes se débrouillaient, n'est-ce pas, pour donner leurs leçons. Pendant que vous les regardez, vous tournez vos pouces ou bien vous vous bavardez avec le professeur, n'est-ce pas, un titulaire de la classe. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, c'est facile de juger de la valeur d'un élève, ça va, en 5 minutes, on se rend compte. Et quand avez-vous arrêté donc J'ai arrêté en 1980. J'avais 60 ans, pile, de plus. Et vous avez... Alors, comme comment dire, la devise, n'est-ce pas, du professeur, c'est qu'il est taillable et corvéable à merci, eh bien, puisque le 31 août, j'avais fini mes prestations, n'est-ce pas, et que de toute façon, il y avait déjà eu 2 mois de vacances avant, le 1er septembre commençaient des examens de rattrapage pour ceux qui éventuellement se sont fait rattraper. Ben, moi, j'en avais pas. Mes 6 élèves avaient tous réussi. Donc, je ne suis pas... c'était fini. Pour vous, c'était... Vous avez... Ah, un soulagement. Un véritable soulagement. On n'imagine pas combien l'enseignement épuise celui qui enseigne. C'est dur. Vous avez pu vous consacrer donc plus encore à la... Alors, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai abordé beaucoup de sujets. On va couper là ?